au-delà, être une œuvre d'art. Elle va naître, c'est clair, de la rencontre, du désir et du travail du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre. Ça ressemble à une histoire d'amour, voulue ou consentie. J'ai pris pour titre un opéra pour le public et un bâtiment pour tous, parce que vous allez voir, je vais réduire le sujet petit à petit à un des aspects qui me paraît essentiel. Alors d'abord, un rappel. Qui décide de la construction? Celui qu'on nomme un maître d'ouvrage. C'est de moins en moins un particulier, c'est de plus en plus souvent une entreprise ou un organisme public. Pendant tout le temps des études, c'est lui qui décide. Qui étudie et propose un projet? Celui qu'on appelle un maître d'œuvre, c'est-à-dire un architecte concepteur avec tous les ingénieurs et spécialistes dont il ne peut pas se passer. Qui construit? Des entreprises, toutes seules, en groupe. Elles sont responsables du chantier, elles sont responsables des moyens et des méthodes. Donc en principe, tout est simple. C'est comme la musique autrefois, quand le prince passait ses ordres, le compositeur écrivait, les musiciens jouaient. Aujourd'hui, le maître d'ouvrage produit un programme définissant ce qu'il attend du bâtiment, fixe un budget. Le maître d'œuvre répond par une conception qui doit répondre au programme, être fonctionnel, mais au-delà, être une œuvre d'art. Entendez par là une création, c'est-à-dire quelque chose qui dérange plus ou moins l'ordre établi, toujours. L'entreprise construit. Bon, oublions, après ce rappel, oublions les musiciens, oublions les entreprises et concentrons-nous sur la création dans sa phase immatérielle. Elle va naître, c'est clair, de la rencontre, du désir et du travail du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre. Ça ressemble à une histoire d'amour, voulue ou consentie. Sauf que là, toujours, la situation simple se complique par la présence d'une troisième personne, une troisième entité, disons. Comment la nommer? Le public, les gens, les citoyens, ceux qui sont concernés parce qu'ils utiliseront le bâtiment, ceux qui le verront, au-delà, les autres, qui parlent au nom de cette entité. Maître d'œuvre et maître d'ouvrage disent avec assurance que c'est à eux qu'il revient de le faire, ensemble ou en s'affrontant. Toujours plus nombreuses, les associations aussi revendiquent le rôle. C'est un débat permanent qu'il ne faut surtout jamais interrompre et sur lequel il ne faut jamais trop vite conclure. Parce que ce genre de débat, ce n'est pas leur conclusion qui est importante, c'est le fait qu'il y a un débat. Ayant bien précisé la nature de ce débat, je ne prétends pas le régler ici, je vais parler simplement comme un architecte avec mes idées d'architecte. Voilà, et ce que je crois profondément indispensable, c'est qu'un bâtiment urbain, davantage s'il est public, et encore plus s'il a une vocation culturelle affirmée, doit apporter quelque chose à la ville, aux autres, quelque chose qui va au-delà du programme et de la fonctionnalité stricte. Quoi? Quelque chose d'imprévu mais de désiré, quelque chose que personne n'a réclamé, quelque chose qui aura échappé aux études de marketing, quelque chose qui, par sa présence, change le rapport de la ville et du bâtiment, modifie l'espace de la ville, bien sûr, et crée une relation nouvelle entre la ville et ses habitants. Bien, ayant dit cela, je dois bien vous dire que mon fort n'est pas la théorie. Je crois d'ailleurs qu'il n'y a de théorie qu'à partir de l'expérience. Donc je vais me référer à un exemple que je connais bien, un bâtiment que j'ai conçu, l'Opéra national de Chine, que vous voyez ici dans son plan masse. Sa conception et sa construction ont pris 10 ans. Au début du concours, 98, l'ouverture, janvier 2008. Il se situe au centre même de Pékin, dans le lieu où se rencontrent l'histoire et le pouvoir, la cité interdite, la place Tiananmen, l'Assemblée du peuple, l'ancien musée de l'histoire transformé récemment. Quelle place plus éminente donnée à la culture?
Son programme décrivait en détail un ensemble de 4 salles, un opéra, un théâtre, un auditorium, un théâtre expérimental, et tous les services qu'il faut pour que ça fonctionne, des salles de répétition, des loges, des scènes, etc. etc. C'est bien sûr à ça, d'abord, qu'on s'est attaqué. Et d'abord, à ce qu'est fondamentalement le spectacle, c'est-à-dire la rencontre d'un public avec des acteurs, des danseurs, des musiciens, à propos d'une œuvre et dans le partage d'une œuvre. Tout cela, le programme, la fonctionnalité, je vais vous les résumer quand même en quelques mots. Posé sur une infrastructure très technique de scènes, de loges, de salles de répétition et d'enregistrement, d'ateliers de montage pour les décors, de locaux techniques de toutes sortes répartis sur 3 niveaux denses, enterrés, desservis par des routes qui permettent aux camions d'accéder avec les décors, qui permettent aux véhicules de sécurité de circuler, se détachent à partir du niveau principal public 3 mastes, 3 théâtres, protégés du bruit par des murs et qui laissent entre elles un vaste espace public. Au-dessus d'elle, une voûte indépendante de 220 mètres, bien sûr sans point d'appui, et qui met à l'abri de toutes les variations climatiques de Pékin qui sont très grandes. Un œuf, comme le dit le surnom populaire du bâtiment, un œuf à 3 jaunes, les 3 salles, et un blanc, l'espace public des circulations. Bien sûr, si je rentre dans le détail de tout cet assemblage de fonctions, ça va me prendre des heures et je n'ai qu'un quart d'heure. Donc, je vais simplement vous parler là des réponses que nous avons adoptées avec le maître d'ouvrage à cette question lancinante que nous nous sommes posées sans relâche. Qu'est-ce que ce bâtiment amènera de plus aux spectateurs, bien sûr, mais surtout aux visiteurs, aux passants et aux autres? Un jardin d'abord. Il était demandé et nous l'avons agrandi. J'ai demandé et obtenu que la surface totale du terrain passe de 9 à 13 hectares. Et même si les dimensions de Pékin sont toujours surdimensionnées, c'est beaucoup, 13 hectares. J'ai obtenu aussi que l'opéra soit au centre d'un bassin carré de 260 mètres, entouré d'un jardin. Pas un jardin officiel, solennel, non, un jardin qui est juste le contraire de la place Tiananmen. Un jardin d'agrément planté, qui est, au-delà de la grande avenue de Chang'an, la poursuite des jardins qui entourent la cité interdite. C'est un premier plan, ce jardin, un filtre avant d'arriver devant ce bassin et cette île qu'est l'opéra. Cet opéra, mes amis chinois disent que c'est un bâtiment sans porte ni fenêtre, ils n'ont pas tort. Il a une caractéristique, c'est qu'on ne peut pas le toucher. On peut y pénétrer, mais pas le toucher. C'est une île de théâtre, une île de la fiction. Et j'ai rêvé qu'elle devienne longtemps, j'ai rêvé qu'elle devienne un quartier que les passants traversent à leur gré, sans avoir rien à y faire, comme un quartier de la ville. Mais bien sûr, les contraintes de sécurité sont universelles aujourd'hui, et il faut faire des contrôles, donc on ne peut pas faire ça. Mais peut-être un jour, soyons optimistes. Ce jardin, c'est déjà beaucoup, mais depuis le moment où la forme est apparue, nous avons eu la conviction que c'est à l'intérieur que les choses allaient se passer de plus importantes dans ces ajouts que nous voulions faire. Et qu'il fallait qu'on pense aux visiteurs. Alors pourquoi penser aux visiteurs? Ben, 2 raisons. La première, c'est que aujourd'hui, dans les bâtiments modernes, il y en a très peu dans lesquels l'espace intérieur est connu par d'autres que ses utilisateurs. Si on fait le compte des gares, les aérogares, les salles de spectacle, les stades, les musées, ils s'en tiennent à leur fonction et ils y rajoutent des éléments commerciaux rémunérateurs. Les musées font des fois exception, mais en allant aussi à l'extrême, certains, c'est-à-dire en rendant leurs collections et leurs expositions secondaires par rapport à la communication qu'ils veulent établir. Et bien sûr, les centres commerciaux, eux, ne pensent qu'à se montrer. Mais cette limitation de l'architecture au volume extérieur et aux façades, qui la réduit à la sculpture, prive le public de ce qui est son essence même, l'émotion du parcours et du séjour dans un espace intérieur protégé.
C'est l'émotion fondamentale qui a toujours existé en architecture, mais que les techniques nouvelles ont permis à l'architecture contemporaine de développer plus qu'aucune autre dans l'histoire. Pour le dire brièvement, investir beaucoup dans un bâtiment culturel, c'est bien, si c'est un peu pour tous. La seconde raison est celle de la nécessité pour beaucoup de manifestations culturelles de renouveler le public, souvent âgé. De le faire en changeant, mais sans rien abandonner d'essentiel. Le bâtiment ne peut être à lui tout seul une réponse, mais il peut être l'élément d'une réponse globale. Comment ? Eh bien d'abord en donnant l'impression à tous d'être les bienvenus. C'est ce qu'ont compris les auteurs du Centre Pompidou, et c'est ce que nous avons cherché à faire de notre côté. Mais les circulations dans un ensemble de théâtre sont plus discontinues que dans un musée. Elles doivent permettre de respecter des horaires précis. Elles doivent aussi donner lieu à des contrôles plus nombreux. On ne peut donc pas mélanger complètement les circulations des spectateurs et des visiteurs. Pour que ces derniers, les visiteurs, soient les bienvenus, nous avons séparé largement les circulations dans certaines parties du bâtiment. Les plus spectaculaires, celles qui montent entre les masses fermées des salles, sont en principe réservées aux visiteurs. Elles leur permettent d'accéder à partir du hall général au foyer, quand les salles ne sont pas utilisées, et à tout moment à un ensemble de galeries et d'espaces. Situés autour des théâtres, ils permettent d'organiser des rencontres, des expositions, de manière plus ou moins formelle. Contrairement aux espaces plus conventionnels situés dans le passage d'accès sous l'eau, qui sont une salle d'exposition et un musée, ils restent, eux, au plus près des théâtres. Car c'est ça, sans doute, le plus important, que les visiteurs aient le sentiment d'être admis sans la déranger au cœur de l'activité théâtrale, pas dans des zones réservées. Pour aller dans ce sens jusqu'au détail, j'ai proposé que sur une des galeries le long de la salle de concert, on fasse une fenêtre équipée d'un verre électrochrome, un verre qui peut à volonté être transparent ou translucide par l'action d'un courant électrique. Pendant le concert, bien sûr, il est translucide, mais au moment des répétitions, il peut être transparent. Et en la voyant fonctionner, cette installation, pendant la fin du chantier, je me souviens m'être imaginé redevenu enfant. M'être imaginé le visage collé au verre, regardant cette étrange gesticulation, et vouloir la revoir en vrai, et ne plus jamais l'oublier. C'est qu'un ami, professeur de philosophie, qui s'occupait de faire aimer la musique à ses élèves, en la leur faisant pratiquer en groupe une fois, appelait les blessés à jamais. Je ne sais pas si cette fenêtre sert, ni si un enfant chinois au moins a reçu grâce à elle le virus de la musique. Mais je crois que d'une manière ou d'une autre, la culture s'attrape, comme la grippe, si on y est exposé. Un bâtiment culturel doit être un attracteur culturel, un propagateur culturel, sans recourir à des moyens qui le banalisent. Oui, il faut ajouter quelque chose. Mais il faut aussi, pour que ça marche, que ce qu'on ajoute soit inséparable du bâtiment, devienne sa raison cachée. Que ce ne soit pas une aumône tendue sans retirer son gant. Au fait, est-ce que ça marche? On cite des chiffres impressionnants. 2000 visiteurs par jour en moyenne. 16 000 le jour du deuxième anniversaire de l'ouverture. On me dit que les guides montrent l'endroit où je me mettais pour donner mes ordres, ce qui me fait douter de tout le reste. Sauf de la puissance de la fiction. Mais elle est, vous le savez comme moi, souvent plus vraie que la réalité. Merci beaucoup.